Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de la série. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet du smart building, donc c'est multiples bénéfices, avec la présence de différents intervenants. On va faire un tour de table. On va commencer par Emmanuel, ensuite Aurélien et puis pour finir Thomas. Bonjour, Emmanuel François, donc je suis le président de la Smart Building Alliance et je suis également le responsable pour l'Europe de l'Ouest de la société Enocean, GmbH. Voilà. Je fais des capteurs sans fil et sans fil. Voilà. Aurélien. Merci pour l'invitation. Bonjour, Aurélien Blaise. Moi, je suis responsable client pour la société Nodon, qui fabrique et conçoit des produits pour le bâtiment connecté, et notamment avec une grosse gamme en Enocean. D'accord. Bonjour, enchanté. Donc, Thomas Martinez. Moi, je suis responsable projet chez JDOM, donc une solution domotique open source dont on verra les différents aspects un peu durant la présentation. Et donc moi-même, Bruno de la société Smart Home Europe. Nous sommes une boutique dédiée aux professionnels avec des objets connectés de toutes sortes, donc de différentes marques. Vous pouvez retrouver notamment la marque Nodon, des box JDOM également, mais tout autre produit de l'écosystème domotique. Emmanuel, je vais te laisser la main. D'accord. Je vais te donner le contrôle de l'écran. Impec. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux de prendre la parole à cette occasion. Très rapidement, un petit topo sur l'évolution de notre société et de notre monde. On voit qu'on va depuis inexorablement vers un monde connecté, hyper connecté, où tout citoyen, tout bâtiment, toute mobilité, tout territoire, tout équipement, toute infrastructure seront connectés. Et quand je dis connecté, c'est connecté en temps réel, avec une interaction de entre tous ces éléments en temps réel. C'est une vraie révolution pour notre société, une révolution que l'humanité n'a jamais connue auparavant et qui remet en cause fondamentalement à la fois nos modèles de vie, nos modèles de société et notre modèle de fonctionnement en société. Alors, ça concerne bien entendu le bâtiment. Et le bâtiment lui-même est soumis à cette évolution, alors que le bâtiment était figé, conçu pour durer une éternité, dédié à une application, à une fonctionnalité. Aujourd'hui, le bâtiment devient une plateforme de service en étant connecté et sa valeur n'est plus uniquement liée à sa localisation, mais beaucoup plus sur les usages qu'il va rendre. Et plus il y aura d'usages, plus il y aura de services autour des usages, plus ce bâtiment aura de la valeur. On est beaucoup plus dans une approche dynamique que dans une approche statique. On n'est plus dans la propriété foncièrement, on est plutôt dans l'usage et la valeur d'usage. Et c'est du fait du numérique. Alors, pour illustrer ce que je viens de vous dire, je prendrai deux révolutions qui, à mes yeux, sont majeures. On avait le téléphone sans fil et après, on a aujourd'hui le smartphone. Et on voit bien que la valeur du smartphone, elle est liée aux applications qu'on en tire. Ce n'est pas le smartphone en soi. Mais c'est parce qu'en fait, il permet de faire beaucoup plus que de téléphoner. Vous le savez très bien, on fait des photos, on fait ces échanges. C'est un formidable outil, c'est notre majordome et on ne peut plus s'en passer. Et bien là, je prends un autre exemple, c'est l'interrupteur. Un interrupteur a été conçu quand il y a eu l'électrification pour allumer, éteindre l'éclairage et puis ensuite, pourquoi pas, actionner des volets roulants, etc. Mais avec une fonction très basique, on-off ou de la gradation depuis peu, mais avec un point donné. Et bien maintenant, on est sur un objet connecté qui est la plupart du temps sans fil, idéalement sans pile, mais surtout qui est sans fil. Et en fait, la fonctionnalité est totalement différente. C'est-à-dire, bien sûr, j'ai pris un bouton poussoir de la Philips Hue, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ce bouton poussoir, bien sûr, il va me permettre d'allumer la lumière, de gradier. Mais en fait, le point lumineux, je peux changer de point lumineux de manière dynamique. C'est-à-dire, j'allume cette lumière et quelques secondes après, je change au niveau du programme et je vais allumer une autre lumière. Et puis, je vais dire, je vais tout allumer.
Mais au-delà de ça, c'est que je transmets une donnée. Et cette donnée va pouvoir être très utile pour en déduire d'autres informations, comme par exemple, si je prends des personnes âgées, eh bien savoir, vous allez peut-être sourire quand je vais vous dire ça, mais savoir que telle personne âgée est allée par exemple 10 fois aux toilettes cette nuit et que donc le matin, il est important d'appeler le médecin parce qu'a priori, elle a un problème. C'est juste un exemple, mais vous comprenez qu'avec ça, on peut avoir des cas d'usage infinis. Et c'est ça la force du numérique et c'est ça la force des objets connectés. Mais pour ça, effectivement, on voit bien qu'il faut des données ouvertes, des systèmes interopérables et savoir récupérer la donnée et l'interpréter. C'est de ce fait que l'ASBA a travaillé pour accompagner ce changement, a travaillé sur un cadre de référence pour les bâtiments connectés. Tout type de bâtiments connectés, on part de la maison individuelle jusqu'au gros bâtiment tertiaire, avec des principes de base. Premièrement, le réseau smart, quatrième fluide du bâtiment. Auparavant, les trois autres sont l'eau, le gaz et l'électricité. Et bien maintenant, il y a un quatrième fluide. Et c'est ce qu'on dit aujourd'hui, notamment au gouvernement, c'est de dire, prenez ça en considération. La vraie révolution aujourd'hui, c'est de mettre en place ce réseau smart dans tous les bâtiments de France. C'est l'indépendance des couches. L'indépendance notamment de trois couches. La couche équipement, la couche infrastructure et la couche applicative. Il est donc hors de question d'avoir désormais une solution où ces trois couches sont liées et indissociables. Ça, c'était du ressort, je dirais, du XXe siècle. Et maintenant, ces solutions doivent être proscrites, car elles ne sont pas évolutives. C'est la mutualisation des infrastructures et des systèmes. C'est donc ne plus avoir des solutions en silo. L'éclairage, la ventilation, la sécurité, etc., etc. C'est-à-dire une seule infrastructure, ce fameux quatrième fluide, pour l'ensemble des fonctionnalités. C'est l'interopérabilité en s'appuyant sur des API décrits et des systèmes ouverts. C'est un cadre de confiance numérique qui englobe à la fois la conception, la programmation, l'installation et l'exploitation. Alors, je vais passer un petit peu sur le socle technique et organisationnel. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de l'ASBA. Mais sachez qu'on traite à la fois de la connectivité, des réseaux, des équipements et des interfaces, du management responsable, c'est ce que je vous disais, notamment l'exploitation, et bien sûr le cadre de confiance numérique. On traite ici des conditions de cybersécurité, à la fois sécurité by design et la sécurité, la confidentialité des données, avec notamment la RGPD. Ce cadre de confiance Ready to Service, ce cadre de référence, cadre de confiance numérique, s'applique donc au résidentiel, aux bâtiments d'activité et à l'aménagement, c'est-à-dire au territoire. Notre vision, c'est de dire demain, et quand je dis demain, ce n'est pas dans 10 ans, ce quartier est Ready to Service. Ça veut dire que tous les bâtiments, la mobilité, les infrastructures répondent à ces critères d'ouverture des données, d'interopérabilité des systèmes, d'évolutivité des solutions. Enfin, je vais prendre un exemple maintenant qui vous touche un peu plus, puisque c'est plus dans votre sphère, le résidentiel. Eh bien, le résidentiel, jusqu'à présent, on parle de logements connectés, de bâtiments connectés, de bâtiments résidentiels, de maisons connectées. Eh bien, ici, la SBA a franchi un très grand pas. Et elle dit, monsieur et madame tout le monde peuvent avoir un système domotique chez eux. Mais ce qu'on prescrit ici, ce n'est pas un système domotique pour monsieur et madame tout le monde. C'est un système qui est inhérent, qui appartient au bâtiment. Comme il y a un compteur électrique, il y a un système, une infrastructure numérique dans le bâtiment. C'est ce qu'on voit ici en bleu. Et cette infrastructure, sur cette infrastructure numérique, avec bien sûr donc un réseau et notamment des passerelles pour collecter les données, on va plugger des applicatifs pour des services aux bâtiments et aux usagers. Par exemple, si je veux faire de l'efficacité énergétique, eh bien, on va proposer des solutions d'efficacité énergétique à la fois aux bâtiments et aux usagers.
L'intérêt, c'est que demain, ce bâtiment pourra dire, moi, je sais m'effacer de telle heure, je sais contrôler parce qu'on a décidé au niveau de la collectivité, de la copropriété, des règles d'effacement, de la machine à laver, du lave-vaisselle, du four, etc., etc. Et donc, le bâtiment pourra dire, on sait s'effacer de tant de kilowatts de telle heure à telle heure. C'est fondamental. On ne pourra pas passer au monde du XXIe siècle avec un monde beaucoup plus électrique, avec une mobilité électrique, si on ne sait pas effectivement aller jusqu'aux équipements du particulier et pouvoir, à un instant T, si la personne est d'accord, l'effacer. Et ceci n'est pas possible avec les systèmes domotiques propriétaires. C'est pourquoi aujourd'hui on dit qu'il peut y avoir des systèmes domotiques propriétaires, individuels à chaque individu pour son confort, mais il faut également un système collectif qui permet de globaliser les données à l'échelle d'un bâtiment puis d'un quartier. Et c'est ça la force de Ready to Service. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir entrer dans le XXIe siècle. Je vous ai pris l'exemple de l'énergie, mais on peut prendre plein d'autres exemples. Les niveaux de R2S résidentiels, donc on traite un certain nombre de services, comme vous voyez, énergie, confort, sécurité, numérique, maintien à domicile, nouveaux usages partagés, comme par exemple le partage des espaces, le partage des parkings ou les services généraux. On va même au-delà. Au-delà d'avoir un socle de référence Ready to Service, maintenant, on rentre dans le détail des services. Et donc, ça veut dire que demain, un bâtiment, même un quartier, pourra être R2S for Grids pour l'énergie ou R2S for Mobility pour la mobilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est Grids, eh bien, mon bâtiment, il peut s'effacer à un instant T. On sait combien il consomme, on sait combien il peut délester d'énergie. Et à l'échelle d'un quartier, ça a du sens. C'est pareil pour la mobilité. On saura qu'il y a tant de véhicules en recharge, tant de véhicules qui sont disponibles, tant de places de parking disponibles, etc. etc. Et l'accès au bâtiment sera sécurisé et sera accessible à n'importe qui bénéficie de ces critères de sécurité. Voilà un petit peu l'évolution et la vision de la SBA sur le bâtiment serviciel et le quartier serviciel. Vous voyez que c'est un pas en avant, un grand pas en avant. Bien entendu, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait de ces données? Nous, on est d'accord d'aller vers des bâtiments connectés. Vous nous parlez d'une infrastructure numérique, de passerelles qui collectent les données du bâtiment et des habitants. Mais où est la confidentialité des données? Où vont ces données? On n'a pas du tout envie que ces données aillent chez un opérateur de service et qu'on soit fliqué. C'est effectivement hors de question. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de operating system du bâtiment. Effectivement, il est hors de question que les données s'en aillent et aillent chez un opérateur de service. Je ne tairai les noms, mais vous comprenez que quand on parle de compteurs, aujourd'hui, il y a des polémiques là-dessus. Et il y a des polémiques sur des tas d'autres services. Eh bien, c'est hors de question. Et là, il faut être très vigilant. Et les données, elles doivent rester à l'échelle du bâtiment. Et c'est pour ça qu'on parle d'un operating du système. Toutes les données qui sont relatives au CVC, à la VDI, au système indépendant, à la sécurité, à l'IoT, aux données externes, etc., elles doivent converger vers un operating system qui lui-même est partie prenante du bâtiment, valorise le bâtiment et qui est maintenu par un tiers de confiance qui a été nommé par le syndic ou par les habitants eux-mêmes. C'est fondamental, c'est sur ces bases-là qu'on pourra effectivement aller vers des bâtiments connectés et demain des quartiers connectés. On parle de BOSS, Building Operating System pour un bâtiment, et on parlera de DOS, District Operating System, à l'échelle d'un quartier. Vous voyez qu'en fait, il y a un pas de géant à faire, mais on y est. Aujourd'hui, on a posé les premiers cadres, les premières pierres de ce grand projet avec ce cadre de référence Ready to Service, avec des déclinaisons servicielles qui existent déjà pour Grid, pour mobilité, pour Care, pour l'assistance aux personnes dépendantes et la santé, etc., etc. Ce que je vous propose, c'est de vous intéresser de plus près à ce référentiel et de vous inscrire dans cette démarche vertueuse qui nous mènera vers une société beaucoup plus durable, beaucoup plus résiliente
et beaucoup plus social. Merci. Alors, moi, je vais enchaîner avec la solution JDOM. Donc, c'est bien dans la continuité de ce qu'expliquait Emmanuel. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir donc, dans les bâtiments des gateways et un operating system sur la gestion globale d'un bâtiment ou d'un quartier. Et donc, c'est sur ce sujet-là que JDOM commence à se positionner parce que, de par sa conception, il permet de répondre à cette problématique. Donc, JDOM est une solution. Alors, je peux passer les slides. Ouais. JDOM donc, est une solution domotique qui a aujourd'hui maintenant 6 ans, qui repose sur vraiment 4 piliers fondamentaux qui sont les mêmes depuis le départ et sur lesquels on est vraiment intransigeant. La première chose, c'est d'être autonome. Donc, autonome, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que notre solution, elle est totalement indépendante du cloud. C'est-à-dire que même sans connexion Internet, le système continue à être opérationnel, à fonctionner pleinement. Toute la programmation et toutes les bases de données sont stockées localement. Elles ne sont pas envoyées sur un de nos serveurs tiers. L'autre avantage d'être autonome, c'est pour la sécurisation de la donnée et du système. Puisque le système étant autonome, si un jour, par malheur, la société JDOM venait à disparaître, effectivement, les systèmes continueront à fonctionner en toute autonomie et ne sont pas dépendants de la société JDOM. Donc ça, c'est très important. Ensuite, JDOM est multiprotocole. JDOM est plutôt agnostique de tout protocole. Alors, on a des préférences, et dont l'Enocean, qui est un acteur fort dans ce monde-là. Mais on se veut vraiment agnostique de protocole, c'est-à-dire que, je montrerai sur une slide un peu plus loin le mode de fonctionnement de JDOM. JDOM, c'est un cœur sur lequel on va venir plugger différents connecteurs vers des protocoles, donc que ce soit des protocoles qui soient plutôt liés à du résidentiel ou à de l'industriel ou à de l'objet connecté. Donc, c'est vraiment une solution purement évolutive. On voit que ça va très vite, qu'on a de nouveaux protocoles qui arrivent, on a des nouveaux acteurs qui arrivent dans ce domaine-là. Donc là-dessus, on a un système qui est flexible et qui va permettre de s'adapter aux nouvelles technologies émergentes. Ensuite, le troisième point, et c'est pour nous le plus important, c'est le fait d'être open source. Donc, open source, il y a quelques années, ça faisait un peu peur aux gens, parce que open source, c'était un peu synonyme de bricolage, de geek dans un garage. Et en réalité, l'open source, ça permet beaucoup de choses. Ça permet déjà d'avoir une très forte communauté qui contribue au développement et à l'amélioration du système. Donc, c'est une amélioration continue. Donc, c'est vraiment important là-dessus. Ça veut dire que toute la sécurité est revue en permanence, qu'il y a des experts en sécurité qui participent, des experts en réseau, il y a des experts sur les différents protocoles. Donc, le côté open source est très, très important. Et c'est ce qui permet également, comme pour l'autonomie, d'avoir une solution pérenne. C'est-à-dire que si JDOM disparaissait, il y a une communauté qui continue à maintenir le code. Des sociétés qui utilisent notre système peuvent, avec leurs développeurs, avec leurs équipes, continuer à faire évoluer le système, à l'adapter à leurs besoins. Donc voilà, c'est vraiment un aspect ultra important pour nous, la partie open source. Et enfin, le dernier pilier, c'est l'aspect personnalisable. En effet, JDOM, on ne va pas rentrer dans les détails, mais JDOM a une interface d'administration qui est plutôt auto-construite en fonction d'objets qu'on va rajouter dans son interface, mais également un designer intégré qui va permettre de faire des interfaces et des interfaces qui sont totalement personnalisées en fonction des besoins. Donc, effectivement, dans un hôpital ou dans une résidence pour personnes âgées ou dans de l'industrie, on n'a pas forcément le même besoin de rapport, d'interface utilisateur. Donc, avec le designer, on va pouvoir vraiment se créer sa propre interface correspondant à son besoin. Donc, le système JDOM, comment il fonctionne? Donc, comme je l'ai dit un petit peu précédemment, il y a un cœur de système qui est vraiment ce qui a été développé dès le départ dans JDOM. Donc, c'est ce qu'on voit sur l'écran qui s'appelle Core, sur lequel on va venir rajouter plein de connecteurs que l'on appelle plugins. Donc, il peut y avoir des plugins, on va dire, fonctionnels. Donc, une fonction, par exemple, c'est le délestage. Donc là, c'est une fonction qu'on va venir rajouter à JDOM. Et puis, il va y avoir des plugins qui sont plus protocolaires, avec des protocoles de domotique ou d'IoT ou d'industriel, etc., avec le Modbus, avec l'Enocean, avec toute une gamme de produits. Donc, par rapport à ce core et ces différents plugins, dans JDOM, il y a des moteurs de scénario. Donc, on va pouvoir scénariser tout un tas de choses, comme on peut faire avec beaucoup de solutions. On va pouvoir faire une programmation avancée. Donc, on va pouvoir créer du code dans JDOM pour le faire fonctionner exactement comme on le souhaite.
va pouvoir bien sûr historiser, qui garder en mémoire et exploiter ces données. Il y a un moteur d'interaction. Donc aujourd'hui, les interactions, on entend de plus en plus parler. Donc ça va être les assistants vocaux, mais ça peut être également d'autres systèmes d'interaction. Ça peut être des SMS, ça peut être des messageries instantanées avec lesquels on va pouvoir interagir avec son système domotique ou avec son bâtiment connecté. Et enfin, pareil, une partie très, très importante, c'est l'API. Emmanuel en parlait tout à l'heure. L'API, c'est ce qui permet de communiquer avec JDOM depuis un autre système. Et donc, ça, c'est ce qui va permettre de se connecter avec d'autres systèmes d'information. Donc, typiquement, les bailleurs ont des systèmes d'information et vont remonter des données. Via les API JDOM, ils vont pouvoir récupérer cette information, bien sûr avec l'accord des usagers. Mais voilà, les API JDOM sont très importantes. Ça permet vraiment l'interaction entre le système JDOM et un environnement autour qui peut être varié. Donc, comme on peut voir sur le schéma, il y a les données exploitants donc, qui peuvent remonter sur des clouds. Et ça, c'est optionnel, c'est en fonction du cadre d'utilisation, parce que, comme j'ai dit, le système JDOM est autonome, n'a pas besoin d'envoyer des données vers l'extérieur, mais dans certains cas de figure, il y a des données qui sont envoyées pour du traitement, pour de l'analyse, pour de la statistique. Il y a tout ce qui est interface utilisateur, donc les assistants vocaux via le moteur d'interaction, on en a parlé. Il y a une application mobile, il y a une interface web, mais également l'intégration dans des applications tierces via les API. Et enfin, tout ce qui est communication par SMS, par mail, par chat, tout ce qui est alerting intégré. Donc ça, c'est vraiment la base du fonctionnement de JDOM. Alors, on va prendre un exemple d'utilisation, et c'est vrai qu'on en fait de plus en plus, c'est tout ce qui est maintenance préventive du bâtiment. Donc, effectivement, avec JDOM, on peut très facilement, en déployant une infrastructure JDOM dans un bâtiment, servir les différents logements pour des fonctions, on va dire, plus domotiques, mais également contrôler à distance des points de vigilance au niveau du bâtiment pour faire de la maintenance prédictive du bâtiment. Donc, ça peut être des consommations importantes, que ce soit d'électricité, d'eau, ça peut être de la détection de fuite, ça peut être de l'humidité détectée dans certaines pièces comme des chaufferies, et ça peut être des remontées d'informations qui sont propres aux systèmes qui sont intégrés, donc typiquement des chaufferies qui communiquent, je ne sais pas, en Modbus ou en d'autres protocoles, vont pouvoir remonter dans cette infrastructure des informations, de l'alerting, des états de filtres, par exemple, pour faire de la maintenance prédictive, et donc préventive, voire prédictive si ils font de l'analyse des données qu'ils collectent, et pouvoir intervenir avant qu'une panne arrive et avoir un bâtiment plus efficient au niveau général. Donc, comment fonctionne la supervision d'un bâtiment sur JDOM? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Ça va dépendre surtout de comment est faite l'infrastructure du bâtiment. Mais en général, on va avoir plusieurs bâtiments, donc avec chacun un ou plusieurs box dans chaque bâtiment. Et on va pouvoir avoir un système au-dessus, donc ça peut être au niveau du quartier, comme disait Emmanuel, ou ça peut être l'exploitant des bâtiments sur de la location qui gère ces données-là, et donc qui a dans son data center un serveur JDOM qui récupère les données de différents systèmes JDOM, et donc hiérarchiser comme ça la remontée d'informations avec une interface unique, où ils vont pouvoir consolider toutes les données récupérées sur tous les bâtiments et pouvoir faire de l'analyse, de la maintenance, etc. Et donc, l'exploitant, lui, il ne se connectera pas à chaque bâtiment ou à chaque box client, il se connectera à cette interface unique qui lui permettra d'avoir une supervision, un dashboard global du bâtiment. Donc, pour le gestionnaire de parc, effectivement, il y a un outil qui va lui permettre de monitorer ces différentes boxes, et donc de voir effectivement l'état même de système d'exploitation pour le bâtiment, en quelque sorte, puisqu'il faut qu'il soit alerté à la moindre défaillance, pas à la défaillance des équipements qui sont dans le bâtiment, mais également de ce système-là, puisque ça devient un système vital. On parlera de résilience tout à l'heure, mais ça devient un système très important pour le bâtiment. Donc, il est important pour le gestionnaire de s'assurer que également ces dispositifs-là soient pleinement fonctionnels. Donc, pour ce faire, on a mis en place un système de gestion de parc. Donc, c'est une interface sur lequel l'utilisateur va retrouver ces différentes boxes donc, qui sont dispersées sur le territoire avec les messages importants, s'il y a des boxes qui doivent être mises à jour, s'il y a des boxes qui sont déconnectées, analyser, parce que dans chaque box, il peut cliquer, il ne peut pas forcément rentrer dessus. Après, c'est en
fonction de ce qu'autorise l'utilisateur ou le gestionnaire derrière, parce qu'il y a toute une question de droit d'accès aux données. Donc, en fonction, il peut soit juste voir l'état de la box si elle est en ligne ou pas, ou alors accéder un peu plus loin, voir s'il y a par exemple des défaillances sur certains équipements qui sont inclus dans la box. Et là, ça va dépendre de l'autorisation qu'il a d'accéder aux équipements derrière. Et donc, dans cet espace-là, il va y avoir également tout un outil de ticketing et de suivi des différentes installations, puisque quand on commence à avoir beaucoup de bâtiments à superviser, il faut pouvoir centraliser toute cette partie-là, cette partie maintenance du système. Et donc, dans notre système de gestion de parc, il y a tout un système de ticketing intégré où il va voir les tickets qui peuvent être ouverts par les utilisateurs, mais également des tickets que lui ouvre auprès de JDOM parce qu'il a des questions, parce qu'il a besoin d'assistance, et donc avoir un suivi, voir effectivement l'état de ces tickets et les suivre. Alors ensuite, pour les propriétaires et les locataires, JDOM, effectivement, quand on est propriétaire, souvent sur des déploiements de bâtiments, on va mettre en place des box dans chaque appartement. C'est la partie que présentait Emmanuel, où effectivement, chaque appartement, l'utilisateur aura entre guillemets sa propre box pour faire sa domotique à lui, pour faire ses choix. Mais ça peut être également déployé dans des solutions locatives ou foyers ou ce genre de choses, où c'est le gestionnaire qui veut avoir la main sur le bâtiment. Et dans ce cas-là, les box sont souvent déployées dans les parties communes. Une box peut couvrir plusieurs appartements, mais chaque appartement, via son application, a accès qu'aux informations de son appartement et peut contrôler, bien sûr, que les équipements de son appartement. Mais ça permet de faire un gain de déploiement, de pouvoir disperser, entre guillemets, comme des antennes un peu déportées de partout dans le bâtiment, ces petites gateways qu'on va mettre dans le bâtiment, et pouvoir tout rassembler sur un système unique. Donc, dans le logement, c'est toutes les fonctions qu'on retrouve dans la domotique, on va dire, classique, c'est-à-dire du volet roulant, de l'éclairage, de la sécurité, voilà, de la gestion de chauffage, beaucoup. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une dernière slide. Voilà, donc pour nos clients, effectivement, certains souhaitent utiliser JDOM en marque blanche. C'est souvent le cas de fabricants, puisque eux ont une spécialité, ils connaissent très bien leurs produits, ils connaissent très bien leur métier. Mais aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir leurs produits connectés. Je prends l'exemple d'un fabricant de VMC ou de VMI. Ou un fabricant d'onduleurs, de panneaux solaires ou choses comme ça, ils vont avoir besoin d'avoir une solution plus ouverte pour leur système. Eux, ils savent très bien faire leur métier, ils connaissent leur spécialisation. Par contre, quand il est question ensuite de l'intégrer et de pouvoir offrir à leurs clients un système connecté où ils vont pouvoir consulter à distance, où ils vont pouvoir ajouter d'autres fonctionnalités dans leur logement, là, ces entreprises viennent nous voir en disant, voilà, nous, on est experts de notre côté. Vous, on aime bien votre système. Vous êtes expert du vôtre. Est-ce qu'on pourrait utiliser votre système à notre nom en marque blanche? Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus régulièrement pour tous les fabricants. Et donc leur proposer effectivement des box JDOM donc, qui sont au nom de leur entreprise, donc qui sont personnalisables aussi bien au niveau du boîtier que de l'interface, que de l'application mobile. Des applications mobiles très spécifiques. Si je prends l'exemple de la VMI, effectivement, ça va être une application qui est très spécifique, ça va remonter l'état des filtres, la maintenance, etc., qu'il y a à faire sur la VMI, donc qui n'est plus du tout la même interface que celle qu'on a habituellement. Et donc, voilà, et du développement à façon pour intégrer ces différents nouveaux matériels connectés. Voilà pour ma partie pour la présentation de JDOM. Voilà, donc pour rappel, donc Nodon, c'est un fabricant français de produits pour le bâtiment connecté. Donc on conçoit et on fabrique donc, tous ces produits chez nous. Donc c'est vraiment toute une gamme d'accessoires pour le résidentiel, pour l'hôtellerie, pour les écoles, pour le domaine du tertiaire. Donc c'est vraiment tout type de bâtiment. Pour information, donc nous on a plus de 400 000 produits qui sont en service actuellement, que ce soit dans des logements résidentiels particuliers ou vraiment
dans le secteur du collectif, par exemple. Donc, dans les écoles, on a fait des opérations avec des promoteurs immobiliers. Donc, c'est vraiment des produits qui sont éprouvés, je dirais. On a testé. Donc, une gamme qu'on propose qui se prête parfaitement au référentiel R2S décrit par Emmanuel. Donc, c'est notre gamme N-Océan avec donc toute une gamme de capteurs, d'actionneurs, de contrôleurs. Donc, ça va passer par le bouton, la prise, la sonde de température sans pile, le capteur de température et humidité aussi sans pile, capteur d'ouverture sans pile. On va avoir des actionneurs type donc pour piloter la lumière, pour piloter les volets, pour piloter le chauffage, les télécommandes, les interrupteurs. Enfin, on a vraiment aujourd'hui de quoi couvrir 98% des besoins du bâtiment. Donc, que ça soit sur les postes énergétiques, un petit peu de confort, enfin voilà, vraiment pour l'éclairage, tout ça. Donc, on a vraiment une gamme assez large. Voilà, donc il faut vraiment se rendre compte qu'au niveau du bâtiment, le champ d'application, il est relativement large. C'est le bâtiment connecté, c'est tous les bâtiments qui sont concernés. On va parler des appartements. Donc, on a des cas concrets chez nous avec la détection d'ouverture de fenêtres, la régulation de chauffage, détection de mouvement, centralisation, enfin température, automatisation des ouvrants. Ça va être le pavillon aussi pour automatiser, donc pareil, les ouvrants, faire de la détection d'ouverture de portes ou fenêtres, centraliser les éclairages aussi, avoir un bouton comme comme l'évoquait Emmanuel, qui permet d'éteindre toute la maison. Ça, c'est quelque chose qui est possible avec ce qu'on fait. Ça va être les bureaux aussi, donc détection de présence dans les salles de réunion, par exemple, pour automatiser l'éclairage, réduire ou augmenter la température, faire de la détection incendie, gestion des stores aussi pour de la projection. On va avoir aussi tous les bâtiments hôteliers, automatisation des éclairages, les commandes d'éclairage aussi. Des fois, quand on réagence les chambres d'hôtel, c'est confortable d'avoir des interrupteurs ici ou là qu'on peut déplacer parce qu'ils sont sans fil et qui sont autonomes en énergie. Voilà, les bâtiments publics, gestion des éclairages dans les salles de classe. Donc ça, c'est des opérations qu'on a fait aussi. Pourquoi chauffer une salle de classe quand elle est inoccupée? Est-ce qu'on ne peut pas automatiquement éteindre les éclairages? Donc ça, c'est vraiment des cas d'usage concrets qui sont vraiment essentiels. Les commerces aussi, qui sont extrêmement énergivores en fait en termes d'énergie. En fait, il y a vraiment beaucoup de gaspillage au niveau des commerces. Donc là, l'automatisation et la domotisation d'un commerce donc, se prête bien à ça pour éviter de gaspiller. Donc, centralisation des rideaux, voilà, détection de mouvement. Donc, on peut imaginer des éclairages automatisés que quand on s'approche de certains rayons. Voilà, la détection d'ouverture de portes ou fenêtres. L'industrie aussi, centralisation des éclairages, la détection de présence aussi dans les ateliers, faire de l'automatisation d'éclairage, éteindre des zones qui sont pas fréquentées. Et on a aussi donc les monuments historiques qui s'y prêtent parfaitement avec qui sont souvent aussi énergivores. Donc faire de la régulation de chauffage, centralisation, détection de mouvement, enfin un petit peu comme pour le reste. Donc nous, le gros avantage de cette gamme et la raison pour laquelle il peut s'adapter sur autant de bâtiments, comme on a vu préalablement, c'est qu'on n'a pas de fil, d'une part, et qu'on n'a pas de pile. Donc, au niveau du déploiement, c'est ultra simple à installer. Il n'y a pas de câble à passer, pas de gros travaux en fait à envisager. Le fait qu'il n'y ait pas de pile et qu'il soit autonome en énergie, donc il n'y a pas de maintenance et pas de frais récupérants d'achat de piles ou autre. L'autre côté intéressant donc, de cette technologie, et c'est la raison aussi pour laquelle on fait des opérations qui sont très très fiables.
c'est cette capacité en fait à un actionneur de pouvoir répondre à plusieurs contrôleurs. Donc les contrôleurs, ça peut être une télécommande, ça peut être une centrale, ça peut être une deuxième télécommande. Donc là, l'avantage, c'est que tous les actionneurs, ils sont installés dans les éclairages, dans le chauffage, au niveau des volets roulants, et ils vont répondre et à la centrale qui va les piloter, donc typiquement une JDOM par exemple, ou sa télécommande. Donc le côté, enfin cet aspect-là en fait permet de faire évoluer la solution au rythme du propriétaire du bâtiment. Donc il peut très bien dire bon bah aujourd'hui je veux un interrupteur qui pilote ma lumière et demain j'équiperai avec une centrale domotique. Donc ça il peut très bien le faire en 2 temps. L'autre côté intéressant, c'est cette capacité du système à être à l'inverse beaucoup plus fiable, parce que si un jour on a une déconnexion du service ou un problème, il y a eu un orage, mon système domotique a grillé, les fonctionnalités essentielles du bâtiment, donc comme la commande d'éclairage ou la commande de volet roulant, va continuer de fonctionner. Donc on a un système qui est vraiment à toute épreuve, quoi, en fait. Voilà, je ne sais pas si tu veux parler un petit peu. Je vais rajouter quelques notions sur cette résilience. Alors, je vais juste arrêter le partage. Oui. Hop. Alors oui, effectivement, ce qui est intéressant dans les solutions présentées aujourd'hui, notamment avec Nodon et JDOM, c'est qu'on parle de notion de résilience. On l'oublie quelquefois quand on parle de smart building, mais ce qui est important, c'est cette notion de résilience. Par exemple, pour 2 niveaux, si on suppose qu'il y a une coupure pour X ou Y raison du monde extérieur vers ce bâtiment, ce qui est intéressant, comme on l'a vu précédemment, c'est qu'avec une solution comme JDOM, on n'a pas cette dépendance d'un service cloud. Donc, contrairement à de nombreuses solutions du marché qui ont cette dépendance et qui justement est dangereuse, là, avec cette solution JDOM, le bâtiment continue à fonctionner, à historiser des informations, à réaliser des automatismes que nous avons préalablement configurés et d'avoir un contrôle local aussi de tous les équipements. Donc ça, c'est une première notion intéressante à prendre en compte. Donc ça, c'est le premier niveau, on va dire. Et si on va un peu plus loin, imaginons pour X ou Y raison également qu'il y a un dysfonctionnement du côté JDOM, avec la gamme de produits comme Nodon, on a des notions d'association directe entre les dispositifs. C'est-à-dire que les dispositifs vont pouvoir communiquer avec la box et lui transmettre des informations. Mais si la box est coupée, on peut également avoir un contrôle local de ces équipements, c'est-à-dire que on va ouvrir une fenêtre, le chauffage peut s'ajuster automatiquement. On va entrer dans une salle, l'éclairage va s'activer et inversement quand il n'y a plus de présence. L'usage traditionnel aussi des interrupteurs. Donc là, avec Nodon, on a des interrupteurs sans fil communicants qui peuvent transmettre des informations à une box. Mais si cette box est coupée, on peut toujours conserver un usage local, c'est-à-dire on peut, avec cet interrupteur, continuer à activer ou désactiver un éclairage, ouvrir ou fermer un volet roulant ou bien plus. Et ce qui est intéressant justement, c'est de conserver cet usage traditionnel le temps qu'il y a une maintenance qui va être réalisée pour justement ne pas être impacté. Donc le smart building doit être là pour apporter des bénéfices, mais ne pas être une contrainte en cas de dysfonctionnement. Donc voilà. Et donc, pour conclure par rapport à tout ce qui a été présenté, donc comme vous avez pu le voir, il y a des services, différents services qui sont proposés. Pour Smart Home Europe, nous, ce que nous sommes en mesure de proposer, c'est bien évidemment d'accompagner les projets professionnels. Donc, par exemple, vous avez un projet, quel que soit le type du projet, que ce soit pour un EHPAD, que ce soit pour un bâtiment, un camping ou un autre service. Vous n'avez pas forcément les notions ou par exemple les électriciens n'auront pas forcément les notions domotiques pour réaliser l'installation. Donc pour vous éviter de perdre du temps et d'avoir des complications sur l'installation, d'une part, nous avons un catalogue complet de produits domotiques que nous recommandons. Donc sur demande, vous pouvez nous demander conseil sur notre assistance et nous sommes là en fait justement pour vous orienter vers le meilleur choix. Mais on va plus loin aussi dans la démarche puisqu'on propose par exemple, c'est le cas régulièrement en association avec JDOM, des coffrets où en fait vous récupérez, vous pouvez piloter différents systèmes et récupérer également des informations de différents systèmes. Et tout ça a été réalisé par nos soins. Donc ce coffret, vous
vous le recevez, vous pouvez l'alimenter et tout ce qui a été préalablement réfléchi sera mis en place et sera fonctionnel. Donc là, vous n'avez pas grand-chose à faire à ce niveau-là et nous, on peut vous accompagner voilà, sur le suivi du projet. Il y a également tout ce qui est personnalisation des différents dispositifs sur l'interface du contrôleur domotique. Donc ça, nous, avec JDOM, par exemple, on va pouvoir vous créer les noms, les pièces, séparer les services. Par exemple, si vous avez une box qui peut être servie, qui peut être utilisée pour le professionnel, pour la maintenance, mais également pour un occupant d'un logement, on peut avoir des pièces distinctes. Donc, l'occupant du logement va avoir accès à son confort dans son logement avec le pilotage de produits domotiques, mais le mainteneur aussi aura accès à sa propre interface. Donc, nous, on peut distinguer tout ça. Voilà, c'est des services clés en main qui permettent vraiment de faciliter la mise en place de ce système. Voilà, tout ce qui est configuration des scénarios également. Et comme je l'ai mentionné, on a un service technique à disposition. On a également des formations en ligne. Donc ça peut être utile. Donc c'est le cas de beaucoup de professionnels qui réalisent des formations pour être autonomes. Si par exemple, vous avez envie d'avoir l'expertise sur vos projets et être indépendant, ne pas être forcément accompagné de A à Z sur les projets, vous pouvez très bien vous former avec des formations JDOM, avec des formations Nodon et d'autres pour pouvoir justement être plus autonome. Et bien évidemment, Smart Home Europe et Domadou, via nos 2 blogs et nos différents médias sociaux, nous réalisons constamment des articles et guides. Donc, je vous invite à les consulter. C'est très intéressant. Vous avez vraiment beaucoup d'informations disponibles gratuitement. Donc, voilà, profitez-en et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Donc, voilà, nous allons procéder à des questions-réponses. Donc, je vois qu'il y a 3 questions. N'hésitez pas, c'est le moment d'en poser pour conclure cette session. Donc, nous allons consulter ces questions. Alors, bon, il n'y a pas de questions pour le moment, des remarques. Donc, voilà, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas. Sinon, on pourra conclure ce webinaire que, bien évidemment, vous allez pouvoir retrouver par la suite sur les différents médias sociaux en rediffusion. Donc, voilà, on va attendre 2 petites minutes et puis… Je dirais que finalement, adopter le référentiel R2S, c'est pas prendre de risques finalement, puisque on a toutes les techniques, tous les moyens en fait de faire un système tout aussi fiable qu'un bâtiment traditionnel. Et bon, si ça peut paraître complexe, ça ne l'est pas du tout au niveau de la mise en œuvre en fin de compte, quoi. Oui, tout à fait. Et tout l'intérêt d'avoir ce type de solution qu'on a présenté aujourd'hui, c'est de pouvoir profiter des bénéfices du bâtiment connecté, mais aussi de conserver un usage traditionnel qui est justement logique. Alors, j'ai une question d'une formation Nodon, s'il y aura une prochaine formation Nodon programmée. Aurélien, est-ce qu'on pourra prévoir une prochaine session? Parce qu'il y en avait déjà eu une en physique, mais cette fois-ci en… On avait effectivement abordé le sujet d'en refaire une. Après, bon, il y a eu les événements qui ont fait que ça n'a pas abouti, mais en effet, il y en aurait une. Il ne faut pas hésiter à nous demander, parce qu'on avait prévu initialement de la faire du côté de Paris. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans quel coin ce serait confortable en fait pour la réaliser. On a des remarques. Alors, Emmanuel, une question de Pascal. R2S, norme européenne. Alors, effectivement, déjà, R2S est donc lancé pour le résidentiel actuellement avec tous les documents existent et il y a un label porté par Bureau Veritas. Aujourd'hui, on a un grand nombre d'acteurs, notamment du logement social, mais pas que. Également des syndics de copropriété qui souhaitent porter ce référentiel pour la rénovation des bâtiments ou les bâtiments neufs. Mais ce référentiel franchit les frontières. J'étais il y a peu de temps encore avec l'association des bailleurs sociaux allemands et clairement R2S, ça leur parle et ils ont envie de l'embarquer. Il y a le premier logement collectif en Europe hors France va être au Luxembourg. Il y aura aussi des cas en Belgique. Et dans quelques semaines, on va lancer la SBA Italie et puis derrière le Luxembourg, la Suisse, le Benelux, l'Allemagne. Donc, vous voyez, on est dans cette approche-là. Et si vous regardez, consultez
le document officiel de la Commission européenne, le Smart Readiness Indicator, SRI, qui parle du logement et du bâtiment connecté. Eh bien, R2S est cité près d'une vingtaine de fois comme un référentiel sur lequel les pays membres doivent et sont encouragés à s'appuyer. Très bien. On a une question de Patrick pour Aurélien qui demande pourquoi on ne parle pas des produits Nodon sous le protocole Zigbee. Est-ce que tu as quelque chose à mentionner, Aurélien, à ce sujet? Oui, parce qu'ils ne sont pas encore sortis pour l'instant en Nodon. Donc c'est vrai qu'on en parle. On les présente parce qu'on a des choses fonctionnelles, mais le lancement commercial n'est pas encore effectif. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'aborde pas beaucoup. Par contre, je peux m'apporter une précision. C'est vrai qu'on fait toujours le mélange entre N-Océan, le protocole, et N-Océan, la société. Aujourd'hui, c'est vraiment deux entités totalement indépendantes. Et la société N-Océan est agnostique en protocole. Elle porte bien sûr le protocole N-Océan, mais ce protocole est aujourd'hui porté par plein d'autres acteurs, avec plein d'autres équipementiers électroniques, ce qui fait que c'est un protocole qui est ouvert et libre. Mais la société N-Océan GmbH porte également le protocole Zigbee, le protocole Bluetooth, mais toujours autour de solutions sans fil et sans pile. C'est exactement la même vision, et on a un partenariat très étroit avec Nodon qui porte justement et qui est en train de déployer, d'intégrer ces solutions dans son catalogue, mais toujours avec la même approche, sans fil, sans pile, et agnostique quelque part en protocole. Après, il y a des avantages avec N-Océan. C'est vrai qu'on est en sub-giga, donc 868 MHz. Donc, ça permet d'avoir des portées plus importantes, puisqu'effectivement, plus la fréquence est basse, plus effectivement la portée est importante. Voilà. Et ce qui est important de préciser, c'est comme l'a mentionné Thomas tout à l'heure, dans un bâtiment, on peut retrouver différentes technologies selon les usages. Et ce qui est important, c'est d'avoir un hub justement qui permet de réunir ces informations sans devoir dépendre d'une seule technologie en particulier, mais de profiter, voilà, selon le contexte de différentes technologies, que ce soit pour le particulier, mais aussi technologies plutôt dédiées aux professionnels. On a une dernière question de Yves. Alors, avez-vous des solutions de supervision de charge de véhicules électriques en copropriété sur services généraux ou compteurs dédiés? Des solutions de supervision de charge de véhicules électriques en copropriété. Je sais pas, Thomas. Alors, il y a quelques acteurs qui maintenant ont des chargeurs, des chargeurs de véhicules qui sont donc connectés avec des API ouvertes, donc avec lesquels on peut s'interconnecter. Alors, je ne les ai pas en tête, parce que c'est vraiment des produits bien spécifiques, mais avec des wallbox qui sont totalement interconnectables et qui communiquent en MQTT ou avec des API directes. Donc, ça existe, je ne les ai pas en tête. Après, on pourrait retrouver les constructeurs, mais je sais qu'il y en a au moins 2 qui ont des protocoles ouverts dans leurs chargeurs pour véhicules électriques. Très bien. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre participation. Donc, comme mentionné, pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre ce webinaire ou tout simplement vous souhaitez le revoir par la suite, il sera disponible ces prochains jours sur les médias sociaux. Donc voilà, merci à tous pour votre participation. Voilà, si vous avez quelque chose à dire pour la fin. Félicitations Bruno pour l'organisation. Bravo Thomas. Un plaisir. Merci à tous. À bientôt pour un prochain webinaire. Voilà, bonne continuation. Et puis, n'hésitez pas à nous faire des remarques par la suite sur d'éventuels futurs sujets que vous souhaitez voir. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Au revoir.